Notre invité, nous recevons Hubert Védrine. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été ministre français des Affaires étrangères. Nous allons parler de la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine. Je précise que vous êtes l'auteur récemment d'une biographie non autorisée d'Olrik, signée avec votre fils Laurent Védrine, c'est chez Fayard. Et aux mêmes éditions, à paraître et après, point d'interrogation, après la pandémie de Covid. On imagine, on en dira quelques mots. Peut-être d'abord une réaction sur ce qui se passe aux États-Unis, mais d'abord en France. Certains établissent un parallèle entre ce qu'on a vu hier soir près du Palais de Justice de Paris, la situation des minorités en France et aux États-Unis. D'ailleurs, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, promet aujourd'hui, je cite, une sanction pour chaque faute ou mot raciste dans la police française. Vous établissez un parallèle ? Non. Non, je pense que c'est très différent. Enfin, le ministre de l'Intérieur a raison de dire ça. C'est son rôle en plus. Oui. Il a raison. Mais non, c'est des histoires très différentes, fondamentalement différentes. Et par ailleurs, les États-Unis sont un pays violent depuis très longtemps, presque depuis toujours. Alors les armes à feu, la question noire, les émeutes de 68 et périodiquement, etc. Mais quand vous dites c'est différent, c'est-à-dire le colonialisme d'un côté plutôt en France et puis l'esclavage aux États-Unis. On n'a pas le temps de développer, mais vous me demandez mon avis, je pense que c'est différent. C'est des histoires différentes. Et qu'évidemment, les médias qui vivent à chaud, comme ça, dans l'émotion de l'instant, peuvent mélanger tout ce qui arrive en même temps. Mais je pense que c'est des... Enfin, c'est la famille aussi de la victime qui dit que cette image de l'homme asphyxié au sol lui a rappelé la mort du... Non, mais c'est compréhensible qu'ils disent ça. Vous me demandez mon avis, je pense que c'est différent. Et sur les États-Unis, des histoires différentes. Et il y aura des évolutions différentes. Et aux États-Unis, la principale différence par rapport à toutes les violences très fréquente, il y a un taux de criminalité qui est très élevé, etc. Bon, c'est que Trump jette de l'huile sur le feu. C'est ça la différence. Alors que tous les présidents, républicains ou démocrates, essayaient d'apaiser. Mais là, c'est quand même hallucinant. Ce soir, Hubert Védrine, il y a le ministre de la Défense, le chef du Pentagone, Mark Esper, qui s'oppose au déploiement de l'armée américaine dans le pays. C'est surréaliste, la situation. C'est pas le rôle de l'armée. Mais politiquement, Trump pense qu'en mettant l'accent sur les pillages consécutifs aux émeutes, il y a toujours, quand il y a des manifs ou des émeutes, etc., il pense que ça renforce sa main. Alors que dans l'optique de la présidentielle, l'élection est, on va dire, ouverte. Elle n'est pas gagnée pour lui. Il peut être battu. Biden est un candidat plus dangereux pour lui que si les démocrates avaient choisi un gauchiste du Parti démocrate. Bon, il essaie de se servir de ça, mais si ça prend des proportions énormes, à la limite, il peut devenir le président qui attise une espèce de guerre civile, ça peut se retourner contre lui. Et donc la différence entre Trump et tous ses prédécesseurs, chaque fois qu'il y a eu des émeutes dans tous les États-Unis, c'est pas la première fois, avec le même genre de point de départ, même si c'est compliqué l'analyse des statistiques de criminalité et de mort, c'est que lui, il joue ça. Alors là, c'est quand même le côté le plus répugnant, quoi. Alors jusqu'où iront, autre sujet, Hubert Védrine, les tensions entre les États-Unis et la Chine, assiste-t-on à un retour de la guerre froide? Les précisions de Florent Krebseg. Attention, la scène qui suit d'une rare violence. Lors de cette conférence de presse la semaine dernière, le chef de la diplomatie chinoise s'est emporté. Nous devons nous prémunir de certaines forces politiques aux États-Unis qui détournent nos relations et poussent nos deux pays vers une nouvelle guerre froide. Le mot est lâché. Certains, rapportant l'information, se dispensent même d'apposer des guillemets. Parler de guerre froide au moment où se déroule la session annuelle du plus haut organe consultatif chinois, c'est l'idée de l'année. Idéal pour resserrer les liens en interne après les ratés de la gestion du coronavirus et les échos toujours audibles de la révolte hongkongaise. Idéal pour montrer les muscles face au locataire de la Maison-Blanche et son obsession. China, 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 China. Parmi les dossiers qui fâchent, l'Organisation mondiale de la santé est accusée par Trump d'être la marionnette de Pékin. Les États-Unis suspendent leur participation financière à l'OMS. La Chine annonce aussitôt qu'elle y injecte 2 milliards de dollars. Pas de confinement pour la guerre commerciale. Les tensions demeurent, surtout dans le secteur technologique, avec dans la cible de Trump ces jours-ci le leader mondial de la 5G, Huawei. Et dans la ligne de mire de Xi Jinping, rien de moins qu'Apple et Boeing. Pour les précédentes administrations américaines, les droits de l'homme, Hong Kong et Taïwan étaient des sujets à manier avec d'infinies précautions. Donald Trump saute dessus à pieds joints. Il crée les liens avec l'ennemi de Pékin, le gouvernement taïwanais, mais surtout, il promet la mise en place de sanctions si la répression s'abat lourdement sur Hong Kong.
Une image comme celle-ci n'est donc pas prête de revenir sur nos écrans, sauf si les deux administrations intègrent le fait qu'elles auraient beaucoup à perdre en cas de guerre, fût-elle froide. Hubert Védrine, qu'est-ce qui se joue dans cette bataille? La suprématie économique, l'influence, le leadership? Pas que économique. Les États-Unis sont le numéro 1 mondial, encore maintenant, en dépit de tous leurs problèmes qu'on connaît, et la Chine veut devenir le numéro 1. Et jamais les États-Unis accepteront ça. Et on ne sait pas comment ça va tourner, mais ça va. Vous pourrez poser la question des milliers de fois, hein, Ouais. parce que ça va durer des décennies. Mais Donald Trump, lui, mise sur l'isolationnisme, on peut dire. La Chine, elle, est de plus en plus présente dans les organisations Non, mais onusiennes, ça, par exemple. Il y a plein de choses conjoncturelles. Il y a des batailles sur tous les terrains. Et on est déjà dans une sorte de guerre froide, mais dans la guerre froide historique entre les États-Unis et l'URSS, il y a eu des moments de tension, de provocation, de vrais dangers et des moments de détente Ouais. et de négociation. Ils n'en sont pas du tout à la détente, là. Donc ils en sont à l'escalade. Ouais. Mais ça va structurer le monde entier pendant très longtemps. Vous auriez choisi Et quel camp si le- vous étiez encore aux affaires, Hubert Il n'y a Védrine? pas à choisir un camp. Le problème précisément pour les Européens, c'est d'essayer de ne pas avoir à choisir. Donc d'avoir un sursaut européen, de s'organiser pour avoir leur propre position. Sinon, ils vont être écartelés Ouais. entre les uns et les autres. Il faut éviter à tout prix d'avoir à choisir un camp. Ouais. Je vois que vous avez apporté votre masque et bien entendu le faux. oui, Est-ce que oui, la oui. diplomatie chinoise du masque a fini par l'emporter? Certains disent que oui, d'autres disent que non. La Chine a voulu se montrer bienveillante, elle allait sauver une partie de la planète. Non, mais ça, c'est de la propagande comme font les Occidentaux depuis la nuit des temps. Propagande du Parti communiste. Propagande chinoise. Enfin, chaque pays qui met en avant ce qui est valorisant, ce qui le concerne. Et comme la Chine voulait faire oublier le côté un peu obscur et disons, dissimulé du démarrage, Ouais. avant la propagation du système, parce que le monde entier est agité d'un mouvement brownien, donc ça circule partout, ils ont mis en avant cette affaire quand ils ont vu que certains pays, notamment européens, ne s'étaient pas assez préparés en termes de masques. Alors après, il y a d'autres éléments négatifs, mais enfin, ça ne change rien par rapport à votre question. On est toujours dans le bras de fer sino-américain. Même s'il y a des faiblesses américaines, des faiblesses chinoises, il n'empêche que c'est ça le cadre général de la politique, de la géopolitique, pardon, pour longtemps. Ouais. Qui est le plus dangereux des deux dirigeants qu'on a vus à l'image, Donald Trump ou Xi Jinping, pour la stabilité du monde? Il n'y a pas de stabilité du monde, il n'y a même pas d'ordre mondial, il n'y a même pas de communauté internationale, il y a un désordre mondial, une sorte d'instabilité. Et les Chinois sont plus, on peut les trouver terribles, froids, cyniques, répressifs, etc. Ils ne sont pas impulsifs. Mais en fait, Donald Trump, il est effrayant par bien des aspects, mais il n'est pas dingue non plus, hein. Il y a une sorte de logique qui est de dire, finalement, les États-Unis se sont fait avoir à travers le grand deal avec la Chine depuis 40 ans. Donc on va rétablir disons, le leadership chinois, on va rétablir les jobs aux États-Unis. Il y a une sorte de logique. Alors elle est primaire, elle est brutale, elle est simpliste, mais son électorat est toujours derrière lui là-dessus. Il joue sur ça aujourd'hui quand il interdit provisoirement les vols d'atterrir sur le sol américain ou de partir. Oui, bien sûr, mais En tout cas, des compagnies chinoises. il y aura des mesures américaines, des mesures chinoises, des tas de choses. Donc c'est ce que vous appeliez, c'est la guerre froide, ça. Disons, c'est l'installation d'une sorte de guerre froide. Guerre froide, ça veut dire pas chaude. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'à un moment donné, ça ne dégénère pas plus. Ce qui n'est pas complètement impossible, malheureusement, en mer de Chine. Vous voyez? Donc il faut s'installer dans cette idée. Et les Européens doivent vraiment intensément se demander comment faire pour ne pas avoir à choisir entre les deux, mais imposer une autre voie. Et ça suppose que les Européens s'unissent là-dessus. Les Européens, d'ailleurs, Donc, veulent jouer sur la question des semi-conducteurs, vous savez, très utilisés dans les hautes technologies. C'est un élément, Ça peut jouer sur ça? C'est un sujet sur 50, ça. Oui, Ouais. bien sûr, oui. Oui, ça joue un rôle. Mais les Européens, la moitié d'entre eux, sont quand même très sensibles au financement chinois. Ouais. Donc il n'y a pas tout à fait, il faut constituer d'urgence une unité européenne par rapport à ça. Si on veut peser un peu, et si on veut pouvoir calmer les États-Unis, calmer la Chine, il faut avoir un certain poids. C'est ça qu'il faudrait faire. Alors vraiment, en un mot, là je vais être un peu dur, allez, en 30 secondes, sur et après, puisque c'est le titre de votre livre, point d'interrogation, et après. Est-ce que vous pouvez nous donner envie de lire votre livre? C'est une réflexion anthropologique, pas politicienne et pas diplomatique, Ouais. mais entre les gens qui disent il faut tout changer, ce qui n'arrive jamais. Ouais. Même au moment de la Révolution française, on n'a pas tout changé, en fait. Tocqueville l'a bien montré. Et les gens qui disent non, il faut revenir comme avant, revenir à la normale, l'apostrophe. Bon, moi je pense que tout ne va pas changer, mais que rien ne sera plus exactement comme avant. Mais c'est pas parce que ça va évoluer tout seul. Donc il y a toute une myriade de décisions à prendre pour que, par exemple, je vous donne un exemple, simplement un, le gros plan de relance européen qui est très, très bien, très intéressant, qui va être négocié maintenant
avec les 27, il y aura des compromis, mais enfin, quand même. Je pense qu'il faut le faire converger avec le Green Deal de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen. Et qu'à un moment donné, bon, c'est un exemple, mais on a des tas d'autres. Eh bien, il faut lire donc ce livre. Et après, édition Fayard. En fait, oui.